J'ai toujours été un enfant malade. Ce n'était jamais assez grave pour justifier une hospitalisation, mais c'était quelque chose qui me pesait. J'étais plus petit et moins énergétique que la plupart des enfants de mon âge. Alors qu'ils préféraient courir et jouer dehors, je préférais rester à l'intérieur et lire. La moindre activité m'épuisait pendant des jours. Ma vie n'était pas si mal, mais mon état a fait de moi la personne introvertie que je suis aujourd'hui. Je trouvais du réconfort dans les livres, et c'est à travers eux que je découvrais le monde. Ce n'est que lorsque j'ai eu 23 ans que j'ai commencé à me poser des questions. Tout le monde autour de moi semblait se marier et se caser, mais ce n'était pas mon cas. J'avais quelques copains au travail, mais personne avec qui je traînais pendant mon temps libre. Je n'ai plus de famille. J'ai perdu mon père lorsque j'étais très jeune, à la suite d'une crise cardiaque provoquée par un cholestérol élevé. Et ma mère est décédée peu après la fin de mes études, d'un cancer du pancréas foudroyant. Ma mère s'est accrochée à la vie pendant quelques semaines avant que son corps ne s'éteigne. Je me souviens de mon dernier souvenir d'elle à l'hôpital. Elle était si maigre qu'on aurait dit que la moindre brise allait l'emporter. Ses yeux étaient brillants et fébriles, et sa peau était jaunie comme les pages d'un vieux livre. Le palliatif, Demerol, qui lui donnait pour la soulager dans ces derniers instants la privait de toute parole cohérente. Elle m'a simplement regardé avec ses yeux vitreux, alors que la fin était proche pour elle. J'ai serré sa main dans la mienne, mais c'était comme si elle n'était plus là. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle n'a pas répondu. Elle a juste fermé les yeux et s'est laissée emporter. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de faire de même. Je n'avais pas de famille proche ni de vrais amis. J'étais seul au monde. J'ai donné mon préavis de 2 semaines à la petite entreprise qui avait eu la gentillesse de m'embaucher, et j'ai quitté la ville peu après l'enterrement de ma mère. Je ne voulais plus rester ici. Tout me rappelait ce que j'avais perdu et ce qui me manquait. Après avoir vendu notre maison et réglé les droits de succession, il me restait tout de même pas mal d'argent pour partir au loin. J'ai choisi la campagne. Je voulais être seul avec mes pensées pendant un moment. Je sentais que j'avais besoin de temps pour faire le point et décider de la prochaine étape de ma vie. Mon héritage m'a offert ce privilège. Avec le recul, je me rends compte que c'était la pire idée que j'ai eue de ma vie. Vivre seul avec mes pensées pour me tenir compagnie, à 1 kilomètre de mon plus proche voisin, n'a fait qu'accentuer mon sentiment d'isolement. J'étais seul avec mes pensées, et j'ai rapidement réalisé qu'aucune d'entre elles n'était bonne. Je pense que mon état mental n'a fait qu'accélérer ma descente dans la maladie. Tout a commencé lorsque j'ai remarqué que j'avais un nodule sur mon bras gauche, juste sous la peau. L'excroissance était de la taille d'un petit pois, et je pouvais la déplacer sous ma peau de quelques millimètres vers chacune des directions. Au début, je me suis dit qu'il s'agissait d'un dépôt graisseux, et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. À la palpation, j'ai ressenti un léger inconfort, mais pas plus que lorsque je manipulais n'importe quelle autre partie de mon corps. Ce n'est que lorsque j'ai remarqué qu'elle grossissait petit à petit que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai fini par consulter un médecin qui m'a assuré qu'il s'agissait probablement d'un lipome ou d'un xanthome et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il m'a rassuré en me disant qu'il s'agissait plus probablement d'un symptôme d'hypercholestérolémie que d'un signe de cancer. Il m'a expliqué que les antécédents familiaux et la génétique n'étaient pas de mon côté, mais cela ne signifiait pas nécessairement que je ne pourrais pas vivre longtemps et en bonne santé. J'avais encore des doutes sur la grosseur, ce qui m'a amené à demander s'il était possible de faire une biopsie. Il a répondu qu'il n'y avait pas vraiment besoin de le faire, qu'elle était inoffensive. Comme la grosseur était mobile sous ma peau, cela signifiait qu'elle était encapsulée et probablement bénigne. Il a dit que le prélèvement d'un échantillon ne ferait que confirmer ce que nous savions déjà, et qu'il me coûterait environ $400. Il m'a conseillé de réduire ma consommation de viande rouge et de revenir si je remarquais un changement avec le lipome. Je l'ai remercié et j'ai quitté l'hôpital en me sentant réconforté. Cela n'a duré qu'un mois. Les premiers jours, j'étais constamment en train de tapoter et de tripoter la petite bosse. Après environ 1 semaine, lorsque j'ai eu la certitude que le lipome n'avait pas grossi, j'ai repris ma vie pleine de solitude. Je me levais tard le matin et je lisais. Je faisais du bricolage dans la maison
et je réfléchissais à ce que j'allais bien faire de ma vie et dans quel domaine je voulais travailler. Parfois, je restais des jours entiers sans parler à personne. Avec le recul, je réalise maintenant à quel point il n'était malsain de m'isoler après le décès inattendu de ma mère. Je stagnais, et je ne m'en rendais même pas compte. Environ un mois après avoir fait examiner mon lipome, j'ai commencé à ressentir une douleur lancinante dans le haut de mon bras gauche. Cette gêne m'a rappelé le souvenir de ma visite chez le médecin. Ce lipome sur mon bras était maintenant de la taille d'une pièce de monnaie. Je pouvais encore le bouger, mais le moindre contact me donnait l'impression d'être piqué par une aiguille. Je l'ai laissé tranquille pendant quelques jours, espérant que ce n'était que mon imagination qui se déchaînait, mais la douleur a continué. Je pense qu'au fond de moi, je me mentais en pensant qu'elle disparaîtrait si j'ignorais le problème. Pour être honnête, j'avais peur de retourner à l'hôpital. Pour être précis, j'avais peur du diagnostic. Une excroissance peut être un symptôme de cancer. Voir ce que ma mère a enduré à l'hôpital m'a également dissuadé d'y aller. J'ai vécu avec le lipome qui grossissait lentement pendant environ une semaine, avant de me rendre compte de la gravité de la situation. Ce n'est que lorsque je me suis réveillé une nuit avec une douleur lancinante dans le bras, que j'ai décidé de retourner chez le médecin. Je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain pour examiner mon bras. Je me suis dit que j'avais peut-être dormi sur mon bras, ou que je l'avais cogné contre quelque chose. J'ai vite compris que ce n'était pas le cas. J'ai appuyé sur l'interrupteur, et j'ai vu un peu de sang autour de la zone sur mon bras. J'ai pris une douche pour nettoyer la tache de sang, et j'ai fait une constatation surprenante. Il y avait un ongle qui dépassait de mon bras, et lorsque j'ai voulu le retirer, j'ai ressenti une douleur intense qui m'a fait sursauter. J'avais l'impression de tirer sur un nerf. J'ai rincé la zone et l'ai examinée. L'ongle semblait naturellement sortir de ma peau plutôt que de l'avoir percé par l'extérieur. Lorsque j'ai déplacé douloureusement le lipome, l'ongle a remué et s'est enfoncé davantage dans ma peau, comme s'il faisait partie aussi du lipome. J'ai alors pris la décision d'aller chez le médecin dès le lendemain matin. Au début, le docteur a essayé de rationaliser la situation de la même manière que moi. Il a dit que c'était probablement un lipome et que mon inquiétude constante ne faisait que l'accentuer. Ce n'est qu'après que je lui ai montré la zone qu'il a commencé à me prendre au sérieux. Il a conclu que la peau s'était ouverte de l'intérieur et non de l'extérieur, ce qui signifiait que le lipome provenait de sous ma peau et qu'il était ressorti. J'ai demandé s'il pouvait exciser tout ça et il a accepté en raison des risques d'infection. Il a essayé de me convaincre que ce serait plus facile avec une anesthésie générale, mais j'ai demandé une anesthésie locale. Je me suis souvenu des derniers instants de ma mère. Même s'il s'agissait d'une procédure simple, je ne voulais pas vivre une telle expérience dans ma vie. Une partie avait peur de me retrouver dans la même situation qu'elle, et cela me rendait borné à propos de l'anesthésie. Après qu'il m'ait expliqué la procédure et ses risques, je l'ai suivi dans la salle d'opération, me suis allongé sur la table et attendu qu'il commence. J'ai fait de mon mieux pour détourner le regard pendant qu'il travaillait. Je m'imaginais tourner la tête et accidentellement éternuer sur la plaie ouverte, ou m'évanouir à la simple vue de la chirurgie. J'ai rassemblé assez de courage pour regarder vers la fin. J'ai vu dans le miroir environ 1 centimètre de peau pelée, avec un lipome légèrement rouge en dessous. Ce n'était pas aussi grotesque ou écœurant que je le pensais, mais plutôt clinique et propre. Il a placé un objet dans le plateau et a proclamé « Je pense que je l'ai. Maintenant, voyons ce que nous avons. » Je l'ai entendu laisser tomber la lourde pince sur le sol, comme si quelque chose l'avait choqué. J'ai tourné la tête, mais il m'a dit que je devais rester immobile, jusqu'à ce qu'il puisse suturer la zone. Il m'a rassuré en me disant que l'ustensile avait simplement glissé de ses mains, et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. J'ai attendu 10 minutes angoissantes d'incertitude, pendant qu'il suturait la zone et la nettoyait à nouveau avec de la bétadine. Quand il a terminé, je me suis assis et j'ai regardé ce qu'il avait mis dans le plateau. C'était une masse grisâtre de la taille d'une bille difforme. Mis à part l'odeur antiseptique de l'hôpital, je sentais quelque chose comme de la viande avariée.
J'ai senti mon estomac se retourner en réalisant que cela avait été à l'intérieur de moi et venait juste de commencer à pourrir. Une extrémité se terminait par ce qui ressemblait à un ongle qui avait percé ma peau. Ce n'est que lorsqu'il m'a demandé si je savais ce que signifiait le terme fœtus in fetu que j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Fœtus in fetu, un jumeau parasite. Nous sommes entrés dans la salle d'examination où le docteur m'a expliqué ce qu'il pensait qu'il se passait en m'examinant. Il a affirmé que ma mère avait des jumeaux fœtus dans un premier temps, mais qu'à un moment donné j'avais absorbé mon jumeau dans mon corps. Il avait probablement siphonné des nutriments, ce qui expliquait ma léthargie et ma petite taille quand j'étais plus jeune. Il a supposé que la masse avait été réabsorbée par mon corps au fil des ans et qu'il ne restait probablement rien d'autre que le petit morceau que nous venions de retirer. Cependant, lorsqu'il a palpé mon dos et que son visage est devenu pâle, j'ai su que l'histoire n'était pas si simple que ça. Le docteur m'a dit qu'il avait senti quelque chose juste au-dessus de mon rein droit et qu'une endoscopie était nécessaire. Il m'a dit que plus tôt l'intervention serait faite, mieux ce serait pour moi. J'ai accepté et il m'a dit que je devais être sous anesthésie générale cette fois. C'est alors que j'ai dû accepter ma pire crainte. Je devais être mis sous sédatif, comme l'a été ma mère. J'ai essayé de me défiler, mais mon médecin m'a expliqué que ma vie était peut-être en danger, et que cela devait être fait au plus vite. J'ai finalement cédé et consenti à l'opération. J'ai passé une nuit blanche à l'hôpital, mon estomac gargouillait tout le temps. Tout du moins j'espérais que ce soit mon estomac, parce que je n'avais pas mangé de la journée, plutôt que le fœtus partiellement formé de mon jumeau qui était en moi. L'anesthésiste est arrivé en fin de matinée et m'a expliqué le processus étape par étape. Elle m'a mis l'aiguille dans mon bras et l'a reliée à une poche de perfusion. Elle m'a demandé si j'étais prêt et j'ai hoché la tête, terrifié par ce qui se passait et horrifié par mes chances de survie. Elle m'a dit que tout allait bien se passer, puis a accroché la poche à perfusion remplie de solutions salines, d'activants et d'un anesthésiant. Mon dernier souvenir cohérent avant l'anesthésie était celui de ma mère et de ses derniers instants. Ce qui s'est passé ensuite a été les 5 pires heures de ma vie. Je me souviens avoir entendu de la musique dans mon étourdissement. J'ai d'abord cru que l'opération était terminée, jusqu'à ce que j'entende le chirurgien parler par-dessus la musique et demander un écarteur pour maintenir la zone chirurgicale ouverte. J'ai eu 2 pensées horribles à ce moment-là. La première était que la chanson Anaconda de Nicki Minaj était l'une des chansons les plus pires à entendre dans une salle d'opération. La seconde était que j'allais être conscient pendant toute la chirurgie. Ils avaient scotché mes paupières pour que je ne puisse rien voir, mais j'entendais tout. Alors que j'étais allongé, incapable de bouger, le chirurgien demandait si ce qu'il voyait était vraiment ce qui constituait la masse. J'ai entendu une des infirmières assistantes s'étouffer pendant qu'il mettait le matériel excisé dans une casserole. Elle s'est excusée, et quelqu'un a plaisanté en disant qu'elle n'avait pas l'estomac assez solide quand il s'agissait de choses velues. Les personnes qui l'entouraient gémissaient au jeu de mots que je ne comprenais pas tant qu'ils ne m'auraient pas montré ce qu'ils avaient extrait. Je suis resté 5 heures en chirurgie, conscient et paralysé pendant toute l'expérience. Heureusement, je n'ai rien senti, mais j'ai entendu toutes les blagues et les ragots. J'ai entendu le grésillement lorsque le bovi, j'ai cherché le nom plus tard, coupait et cautérisait les incisions. Ces 300 minutes ont été les moments les plus atroces de ma vie. J'ai eu l'impression d'être sur cette table pendant une éternité, à écouter de la musique, des jeux de mots et le bruit de ma propre opération. Le pire, c'était de réaliser que je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait et que je devais imaginer ce qui m'arrivait. Mes facultés sont un peu revenues une fois la chirurgie terminée. Je n'ai rien dit à l'infirmière. Je préférais faire comme si rien ne s'était passé. L'infirmière a hésité de me montrer ce qu'ils avaient enlevé, mais j'ai insisté. Elle m'a dit que le docteur viendra me voir bientôt. J'ai attendu plus d'1 heure, imaginant l'horreur qu'il m'avait enlevée avant qu'il n'arrive. Il m'a envoyé dans une arrière-salle où il m'a montré cette chose flottante dans le formol. Elle avait la taille d'une balle de tennis et était couverte de poils.
de petites dents et de chair grisonnante. On aurait dit quelque chose tiré tout droit du film « L'effroyable chose » de John Carpenter. Il m'a dit que l'opération avait été un succès et qu'ils avaient retiré la plus grande partie de l'excroissance. Il m'a rassuré lorsqu'il a remarqué mon inquiétude en m'expliquant qu'une petite partie s'était calcifiée à ma colonne vertébrale, in utero, et qu'il serait dangereux de tenter de la retirer. Il a expliqué que mon corps l'avait emmuré et encapsulé, et qu'il n'y avait aucun danger. Si on avait tenté de l'enlever, j'aurais probablement eu les jambes paralysées. Je les remerciai. Ils m'ont gardé en observation quelques jours à l'hôpital, puis je suis rentré chez moi. Dès que je suis arrivé à la maison, je me suis regardé dans le miroir. Il y avait une petite ligne de points de suture sur mon ventre et une bosse dans mon dos, là où ils avaient retiré mon jumeau parasite. Je voulais juste mettre tout ça derrière moi et oublier ce qui avait grandi et pourri en moi. Je voulais oublier les souvenirs de l'opération. J'ai échoué sur les 2 fronts. J'ai passé le mois suivant dans un état d'hébétude chimique. Les médecins m'ont prescrit de l'oxycontin pour la douleur. Au début, j'ai hésité à en prendre, compte tenu de mon histoire. Mais la douleur m'a rapidement forcé la main. Pour être honnête, c'était agréable. J'avais l'impression d'avoir une boule de chaleur qui se répandait dans tout mon corps 30 minutes après avoir pris un comprimé. Ces 4 semaines se sont passées comme un souvenir flou et chaud, sans que rien ne se produise. C'était si agréable que j'ai même insisté auprès du docteur pour obtenir une autre ordonnance d'oxycontin sous prétexte de douleur. C'est environ 2 semaines après avoir terminé la boîte que des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, j'ai supposé que mon appétit accru était simplement dû au fait que je reprenais une alimentation normale après la chirurgie et le traitement qui avaient coupé ma faim. Cependant, je mangeais plus que d'habitude. Habituellement, je me préparais quelque chose à manger et je m'asseyais avec un livre. Au fur et à mesure que je me perdais dans le livre, je mangeais. Parfois, je terminais quelques chapitres avant de me rendre compte que j'avais mangé plusieurs plats. Je n'ai pas réalisé tout cela. J'ai simplement supposé que mon jumeau excisé avait libéré de l'espace dans mon estomac. Les douleurs d'estomac étaient plus difficiles à expliquer. J'ai fini par prendre rendez-vous avec le docteur. Il m'a examiné et nous avons discuté un moment, avant qu'il ne m'explique que c'était probablement un effet secondaire de l'utilisation répétée d'antalgiques. Il a dit qu'un usage prolongé provoque des sensations de nausée, de malaise, et parfois même d'anédonie. Il m'a regardé d'une manière qui laissait entendre que j'allais demander une autre ordonnance. Pour être honnête, ce n'était pas le cas, mais l'insinuation était suffisante pour m'empêcher d'insister. J'ai accepté son explication. L'inconfort a continué pendant quelques semaines avant le point de rupture. Je me suis réveillé au milieu de la nuit en criant à l'agonie. J'avais une douleur aiguë sur le côté, et dans ma confusion, j'en suis venu à la conclusion que j'avais été poignardé. J'ai regardé frénétiquement autour dans ma chambre, mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour examiner mon corps. Il manquait un morceau de chair de la taille d'une pièce de 2 € dans mon dos. J'avais été mordu. Il était impossible de confondre la blessure avec quoi que ce soit d'autre. Je pouvais voir la zone où les dents avaient incisé et entaillé ma peau, comme si elle avait été pincée et déchirée de l'intérieur. J'ai essayé d'effacer de ma mémoire l'image du reste de mon jumeau, cet amalgame de cheveux, de chair et de dents. Je ne vais pas mentir, j'ai fait une dépression nerveuse quand j'ai réalisé tout ça. Je me suis mis en position fœtale et j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. C'en était trop. Pourquoi moi ? J'ai commencé à avoir une crise de panique sur le carrelage froid du sol. Puis, j'ai hyperventilé et je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. Je crois que je suis devenu fou à ce moment-là, parce que j'ai entendu une voix dire « Ça va aller, on va s'en sortir ». J'ai regardé autour de moi, m'attendant à ce que quelqu'un soit dans la salle de bain avec moi, mais il n'y avait personne. Ce n'est que lorsque la voix répétait ces mots que j'ai réalisé d'où elle venait. Elle venait du trou dans mon dos. Ce qui était à l'intérieur de moi me parlait. Je me suis levé. Je devais aller à l'hôpital. J'étais en train de faire un épisode psychotique. Alors que je me dirigeais vers la porte,
Il a reparlé. Sa voix était faible. « N'y va pas. Ils me font du mal. » Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Si je devais deviner, je mettrais ça sur le compte du ridicule de la situation et de mon hystérie quelques instants plus tôt. Quelque chose grandissait en moi, comme une créature d'alien qui pouvait parler. J'aurais dû courir jusqu'à l'hôpital le plus proche en hurlant, mais au lieu de cela, j'ai parlé d'une voix tremblante et incertaine. « Je dois le faire, tu me fais mal. Si je ne le fais pas, tu pourrais même me tuer. Et si je fais en sorte que non, je peux me transformer pendant que je grandis. Je peux faire en sorte que ça ne te fasse pas mal, jusqu'à ce que je sois prêt. Et ensuite, s'assurer de rendre ça aussi indolore que possible, afin que nous puissions tous les deux vivre. Prêt pour quoi? Jusqu'à ce que je sois assez fort pour quitter ton corps. Pour l'instant, je ne suis pas assez fort pour survivre en dehors de toi. J'ai juste besoin de toi pour me développer pendant quelques mois. S'il te plaît, ils vont me tuer à l'hôpital. Mon frère, je peux être ton ami. Je veux être avec toi. Je ne veux pas que tu sois seul. S'il te plaît, ne me tue pas. » Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui m'a poussé à accepter. Je peux seulement essayer d'expliquer mon état d'esprit à ce moment-là. Je venais de vivre la pire expérience de ma vie dans une salle d'opération. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne retournerai plus jamais dans un hôpital. Je ne voulais pas que ce qui m'était arrivé la première fois se reproduise. Je ne voulais pas non plus revivre le souvenir du regard vitreux de ma mère, alors que je lui tenais la main et que j'attendais qu'elle meure. La chose qui grandissait en moi avait promis qu'elle ne me ferait pas de mal. Je ne sais pas, mais écouter ce ton calme était rassurant. La voix semblait faible et effrayée. J'ai promis que je n'irais pas voir le docteur. Je pense que ce sont ces raisons qui m'ont fait accepter la décision la plus stupide que j'ai jamais prise de ma vie. Les premiers jours ont été les moments les plus gênants que j'ai jamais vécus de ma vie. De temps en temps, je sentais qu'il se déplaçait en moi, et il s'excusait quand il bougeait. Cela me mettait mal à l'aise. Il m'expliquait que l'opération n'avait fait que l'abîmer. Il lui faudrait un certain temps pour guérir et se régénérer, car il était encore au stade fœtal et pouvait produire des cellules souches fœtales pour se régénérer. Il a tenu ses promesses, et la douleur que je ressentais depuis des semaines a disparu. Ma tête me disait d'aller voir le docteur et faire enlever mon jumeau parasite. Je pense que la seule chose qui m'en empêchait était la peur de la voix et le fait de réaliser que j'allais tuer une personne vivante. Ce n'est qu'au dîner d'un soir que j'ai ressenti un réel sentiment de connexion avec lui. Je venais de m'asseoir pour manger un plat à micro-ondes quand la voix a dit « Que fais-tu » J'ai été décontenancé, car auparavant il n'avait parlé que pour s'excuser de s'être déplacé. J'ai répondu que je mangeais et lisais une nouvelle. Il m'a demandé de lui lire l'histoire, et je l'ai fait. Je lui lisais un paragraphe entre chaque bouchée. Lorsque j'ai terminé à la fois le repas et l'histoire, il m'a demandé si je pouvais lui en lire une autre. Nous avons passé toute la nuit à lire et à discuter de diverses histoires. Comme j'aime les genres multiples, j'ai lu un large éventail d'histoires à la voix qui écoutait tranquillement. Ce n'est que lorsque le soleil s'est glissé à travers les stores que j'ai réalisé que j'avais perdu la notion du temps en parlant à mon jumeau. Nous avions lu des dizaines de nouvelles et passé des heures à parler de celles que nous préférions. Je suis allé me coucher après avoir promis à mon compagnon que nous continuerons cela plus tard. C'est devenu un élément quotidien de nos vies. Parfois, la voix me parlait pendant que je faisais des tâches ménagères ou que je préparais un repas. Je m'asseyais toujours pour le repas avec un livre et je lisais à voix haute pendant que je mangeais. Parfois, je devais m'arrêter pour lui expliquer un événement, mais la plupart du temps, il écoutait en silence et attendait patiemment. Ensuite, nous discutions de nos sentiments sur le livre ou de ce que nous pensions qu'il allait se passer. J'ai tristement réalisé qu'il était cet ami que je n'avais jamais eu dans ma vie.
J'attendais avec impatience les discussions que nous avions après chaque repas. Une nuit, je l'ai entendu me parler. Je ne peux que supposer qu'il pensait que je dormais lorsqu'il a prononcé ces mots. J'étais endormi jusqu'à ce que je le sente se déplacer en moi. Ce qui m'avait autrefois effrayé me faisait maintenant penser à un bébé qui se tourne dans le ventre de sa mère. La voix s'est tordue dans mon estomac et a commencé à parler. « Bientôt je serai avec toi. Bientôt je pourrai te toucher de ma propre main. Bientôt tu m'aimeras. Je me suis senti si seul toutes ces années. Personne à qui parler. J'ai connu le monde à travers toi. Maintenant je veux découvrir le monde avec toi. Je veux sentir le soleil sur ma peau et le vent dans mes cheveux. Je veux être à tes côtés. » J'ai gardé ces mots pour moi. J'ai réalisé que je voulais exactement la même chose. Je voulais être capable de le regarder pendant qu'on parlait. Je voulais l'emmener dehors et lui montrer le monde. Je voulais un ami. Ces mots m'ont rempli d'une chaleur semblable à celle de l'Oxycontin et m'ont fait réaliser à quel point j'avais été seul et déprimé jusqu'à ce moment-là. Je n'avais personne à qui parler, personne à qui je pouvais m'identifier. Maintenant, j'avais un ami. Mais ces mots étaient des mensonges, des subterfuges pour me convaincre qu'il se souciait vraiment de moi et me faire souffrir pendant la période de croissance. Le vernis de fraternité et d'amitié a disparu pour révéler la pourriture en dessous. Je me suis réveillé tôt un matin pour découvrir que le propriétaire de la voix était resté immobile à l'intérieur de moi. Il était endormi. Je me suis tranquillement dirigé vers la salle de bain pour faire ma toilette, quand une pensée m'a poussé à regarder mon dos. Le petit trou dans mon dos avait presque quadruplé de taille depuis qu'il m'avait parlé pour la première fois. J'avais traité et désinfecté la fistule dans l'espoir de pouvoir le faire glisser hors du canal lorsqu'il serait assez fort pour survivre hors de moi. À travers la fistule, j'ai aperçu pour la première fois mon jumeau qui dormait en moi. Ce n'est pas mon jumeau. Il n'est même pas humain. Il a de multiples yeux sur le visage qui ressemblent plus à une mouche qu'à un humain. Il est encore en cours de développement et sur la trentaine de trous qui parsèment son visage, seule une douzaine est remplie de véritables yeux. Sa peau est craquelée, tachetée et grise comme du porc véreux, avec de minuscules cils semblables à des cheveux qui traversent son corps. La bouche de la chose ressemble à celle d'une anguille en proie, un cercle concentrique de dents acérées avec un appendice grotesque et suceur au centre. J'ai regardé avec horreur pendant quelques minutes, avant de réaliser qu'il commençait à remuer. Je me suis éloigné du miroir, et j'ai fait ma toilette avant qu'il ne se réveille complètement. J'ai quitté la salle de bain en sachant qu'il ne fallait pas faire confiance à cette chose. Il avait grandi plus vite que n'importe quel organisme. En quelques semaines, il est passé de la taille d'une balle de tennis à celle d'une pastèque. Il a gonflé comme un cancer à l'intérieur de moi, et ce n'est que maintenant que je réalise à quel point je suis devenu maigre à cause de lui. Je ne sais pas où j'ai contracté cette chose. Ce n'est pas un jumeau fœtal absorbé. C'est une entité parasite qui grandit en moi, cherchant un être dans ce monde pour pouvoir infecter les autres et perpétuer le cycle. Il trouvera les faibles, les fatigués, les misérables et profitera d'eux. Il leur promettra une fausse amitié et un espoir vide pendant qu'ils couvent en eux. Ce n'est pas humain, c'est le cauchemar incarné. Sinon, comment aurait-il pu repousser si vite après avoir été arraché de moi par des médecins? L'excroissance qu'ils ont retirée était un bourgeon probablement éjecté pour ensemencer une autre partie de mon corps. Je peux maintenant sentir des dizaines d'autres grosseurs sur mes bras, mes jambes et mon aine. Des embryons en développement. Je suis une ruche. Maintenant, chacun de ces mouvements m'envoie des vagues d'agonie. Il est assez fort pour survivre par lui-même et n'a plus besoin de son misérable hôte. J'essaie de cacher la douleur de peur qu'il ne réalise l'avantage qu'il a maintenant. Je sais que l'heure de la parturition approche et qu'il ne lui reste qu'un seul choix. Il me tuera probablement en sortant pour m'empêcher d'essayer de l'arrêter.
Il est trop tard pour aller à l'hôpital. La créature va réaliser ce que j'essaie de faire et m'arrêter. Il va soit comprimer et tordre ma colonne vertébrale, me laissant comme un nid paralysé pour elle, soit simplement me rendre fou de douleur. Je n'ai aucune issue. Même si j'arrivais à me rendre à l'hôpital pour l'enlever, qu'est-ce qui l'empêcherait de lancer d'autres bourgeons migrateurs et se reproduire à nouveau? Il veut sortir, mais je ne peux pas le laisser faire. J'ai pris ma décision. La chose ne le verra probablement pas venir avant qu'il soit trop tard. Je vais vous dire pourquoi j'écris ceci. J'ai toujours voulu écrire. J'ai passé tellement de temps à lire que ça semble être une progression logique. Je ne sais pas si c'est l'ironie ou si c'est juste les vapeurs de l'essence que j'ai répandues dans la maison, qui ont maintenant imprégné le tapis, recouvert les murs et les meubles, qui m'atteignent. Mais il semble ironique que le seul article que j'écrive soit essentiellement ma lettre de suicide. Je dois partager cette histoire avant de craquer l'allumette. Je peux le sentir s'agiter en moi, tandis que les fumées imprègnent la maison, inconscient de ce que je prépare. Cette chose, elle respire, elle saigne, elle se reproduit, et bientôt, elle va brûler, et moi avec. Je sais ce qui se passera quand la fin arrivera, et qu'il essaiera de se libérer et de se tortiller hors de mon corps déchiqueté. Je le tiendrai contre moi dans mes derniers instants. Il brisera probablement ma moelle épinière comme une branche morte, et me paralysera au niveau de la taille. Mes jambes n'auront plus d'importance car je n'ai aucune intention de m'échapper. Il criera, fulminera, et hurla tandis que les flammes crépitent autour de nous. Je regarderai son visage horrifié, et je sourirai. Même si cet amas de chair est malicieux, cela reste mon seul ami au monde. Alors que les flammes nous consumeront, je le presserai contre moi et chuchoterai des platitudes à son oreille mal formée. Je lui dirai combien je me sentais seul depuis la mort de ma mère. Je lui dirai combien j'étais heureux d'avoir enfin un véritable ami qui me comprenait. Alors que nous brûlerons ensemble, je lui dirai à quel point je l'aime.